bonjour, bienvenue sur le plateau de cette deuxième émission sur les 4 que nous consacrerons tout au long de ce mois de mars au Qatar et au qatarisme à l'occasion du 750e anniversaire du bûcher de Montségur que nous commémorons le 16 mars, mercredi prochain. Ces émissions sont réalisées avec le parrainage officiel de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ariège ainsi qu'avec le partenariat de notre confrère La Dépêche du Midi, de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et du CNEC, le Centre national d'études Qatar. Alors la semaine dernière, résumé des chapitres précédents, on avait essayé de situer un petit peu le qatarisme en tant que fait européen. Donc je vous rappelle, c'est une hérésie qui apparaît dans le monde médiéval autour de l'an 950, enfin disons en gros deuxième moitié du Xe siècle. Ça apparaît en Bulgarie et très vite ça va se propager un petit peu dans toute l'Europe. Ça a été le thème de notre émission la semaine dernière. On trouve des traces du qatarisme bien sûr en Italie, en Bosnie, en Rhénanie, en Champagne chez nous. Et puis aujourd'hui on va parler plus particulièrement du qatarisme donc dans l'Occitanie. Je voudrais qu'on voit un petit peu la carte d'Europe pour situer ce mouvement européen. Voilà. Donc je disais à l'instant, apparition en Bulgarie, Italie, Rhénanie, Champagne et Occitanie. Anne Brennon, ça apparaît quand les premières traces en Occitanie chez nous du qatarisme? Probablement également dès le début du XIe siècle. Oui. Et on a l'impression qu'il y a des bûchers à Toulouse dès 1050 à peu près, un peu avant 1050. Alors sur quelle zone? Sur les comtés, Cela vicomtés? dit, le qatarisme proprement dit, bien sûr c'est le qatarisme, apparaît vraiment au milieu du XIIe siècle. On a deux jalons très précis. La mission de Bernard de Clairvaux, la lumière de Cîteaux, le futur Saint-Bernard en toulousain albigeois en 1045, où déjà on a l'impression qu'il y a une population, surtout aristocratique, acquise à ce qu'on connaît comme le qatarisme. Puis, en 1167, très important, date très importante, à Saint-Félix en Lauragais, grande assemblée générale européenne des églises cathares sous la présidence d'un dignitaire, d'un évêque cathare, Bogomil de Constantinople, et on procède à l'organisation des églises cathares occitanes et européennes. La date officielle de la création de l'organisation des l'acte de naissance des cathares. 4 évêchés cathares occitans, toulousains, albigeois, Carcassès et Agenais. Donc c'était une église, puisque se définissait comme une église, qui était déjà bien structurée, bien organisée, donc on suppose déjà bien implantée et assez nombreuse. Oui. Enfin, en 1167 marque vraiment la date à laquelle l'église cathare est suffisamment influente et nombreuse en Occitanie pour s'organiser. Est-ce qu'on a un chiffrage ou une proportion de population que ça a pu toucher? Pour le Moyen-Âge, c'est vraiment très imprudent d'apporter des chiffres. Mais il est certain que sur le territoire des principautés territoriales, comté de Toulouse, comté de Foix, vicomté Trincavel de Carcassonne, Béziers, Albi et Limoux, partout là où les seigneurs et petits seigneurs étaient favorables au qatarisme, la population avait suivi. C'était devenu vraiment le christianisme ordinaire de ces régions. Alors justement, je voulais vous demander pourquoi ce développement, plus particulièrement ici en Occitanie. Bon, il y a quand même un développement important en Italie, aussi en Bosnie, mais en Occitanie, c'est une église très forte pendant plusieurs siècles. À quoi vous attribuez ce développement? Tout simplement parce qu'en Occitanie, on a laissé prêcher les bons hommes et les bonnes dames. Les pouvoirs publics, enfin, petit clin d'œil, les pouvoirs féodaux, les grands seigneurs et petits seigneurs, ont laissé librement prêcher les bons hommes et les bonnes dames. Et surtout, le qatarisme a été dès le départ, Jean Duvernois l'exprime ainsi, une manière particulièrement distinguée de faire son salut, qui a été adoptée justement par la caste dirigeante. Non seulement les gens qui avaient le pouvoir public ont laissé prêcher, mais ils ont eux-mêmes adhéré. La caste une sorte de mode alors presque avant. Ah, tout à fait. Au départ, c'est un phénomène de mode. Une mode déjà innocente, vous le savez bien. Alors là, on voit des châteaux, donc vous signaliez que ça s'était bien sûr développé dans une noblesse qui est plutôt quoi, rurale ou urbaine ou plutôt rurale alors? Rurale. Le qatarisme a été beaucoup plus un fait de gros bourgs ruraux, castrum, castra au pluriel, que de villes. D'accord. Et il faudra peut-être rappeler quand même en deux mots ce qu'est le qatarisme, disons, dans son essence. C'est un retour aux évangiles déjà. Oui, c'est... Une relecture, on dirait, de façon moderne ou... Disons que si relecture il y a, c'est une relecture des évangiles qui part d'un seul postulat, Dieu est bon, Dieu est totalement bon. Et alors, il se développe aussi dans le monde paysan, ça on va le voir, et très fortement, et assez tôt également, je pense, non? Disons qu'en Occitanie, le monde féodal était beaucoup moins cloisonné qu'ailleurs en Europe. Et il y avait passage pour la parole entre les trois ordres de la société, ceux qui travaillent, ceux qui labourent, ceux qui guerroient et ceux qui prient. Dans le castrum occitan, tout le monde se mêlait. Et il est vrai qu'aux prédications des bons hommes cathares,
cohabitaient, se pressaient coude contre coude, les co-seigneurs, les artisans, les boutiquiers et les paysans aisés. Alors, ce qui est important aussi, je crois, de signaler, enfin, à mon avis, un des facteurs de développement, c'est aussi un climat qui est fortement anticlérical à cette période. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le clergé ne répond plus aux aspirations des chrétiens? Bon, ça c'est très général à travers l'Europe, c'est pas proprement occitan du tout. Mais c'est vrai que dans l'Occitanie toulousaine, au moins, il y a ce qu'on peut appeler une certaine odeur de laïcité. C'est le monde où s'est développée la chanson des troubadours. On chante un amour qui n'est pas celui de Dieu, qui est l'amour des dames, un amour profane. On a un certain goût pour détacher les choses mondaines de la religion. Je signale à l'image, là vous apercevez ces deux hommes en noir que nous on a symbolisé un petit peu comme des parfaits. C'est vrai qu'ils étaient, enfin on va y revenir tout à l'heure, ils étaient un petit peu habillés comme ça, souvent dans des robes de Ce sont des religieux. Ce sont des religieux. Ils portent l'habit religieux. L'église cathare dans le monde occitan, c'est un ordre religieux qui ne dépend pas de Rome. Alors, on parlait d'anticléricalisme. Alors, avant de passer la parole à Georges Passera, qui va avoir la lourde tâche ici en tant que prêtre catholique sur un plateau hérétique de donner son point de vue, je voulais choisir un extrait de cette série Les Cathares qu'on a vu en 1966, qui a vraiment marqué les mémoires. Et je voulais choisir une rencontre donc, qui doit se passer autour de 1206, 5-6, entre Saint-Dominique, donc qui est venu prêcher ici, et on va parler justement de l'anticléricalisme, et puis un évêque cathare qui pourrait être, je pense, Guillabert de Castres, très certainement. Et vous allez voir que dans ce village se rencontrent ces deux personnages. Saint-Dominique a été fait prisonnier par les villageois et qu'il y a vraiment une confrontation d'idées sur le thème en fait de Dieu et surtout aussi sur la place du clergé. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Parce que l'on m'a dit que vous viviez et mouriez ici, dans l'erreur et le péché, sans communion ni baptême. Les sacrements. Votre église les fait payer et les évêques s'en enrichissent. Il y a longtemps que vous parcourez notre pays? 4 ans. Et vous avez fait beaucoup de conversions? Non. Mais un jour, la lumière jaillira. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Pourquoi? Vous n'aurez guère de résultats ici. Parce qu'ici, en Albigeois, et dans tout le Midi, les chrétiens peuvent comparer nos deux églises. La nôtre, qui est l'église pure et simple des origines, l'église de l'esprit et de la charité. La vôtre, qui opprime et qui tue. Êtes-vous tous cathares? Je suis catholique. Je le suis. Nous autres, on est catholiques. Nous aussi, on est catholiques. Catholiques, non. Et puisqu'on vous le dit. De bons catholiques ne viennent pas chercher consistance chez l'évêque du démon. Toi, Roger! Ils sont tous catholiques. Et s'ils viennent à moi quand ils souffrent, c'est parce qu'ils savent ne point trouver d'aide auprès des prêtres de leur religion. Le clergé d'Occitanie est pourri. Il est pourri, c'est vrai. Alors, mon père, c'est une phrase qui vous interpelle forcément, le clergé d'Occitanie est pourri. Bon, je signale que c'est à l'époque, mais on voit très bien, je crois, dans ce document, déjà l'opposition de l'Église catholique qu'on connaît actuellement avec l'Église qui se considère comme cathare. Ça, c'est clair. C'est très clair, oui. De puissance face à face. Nous sommes en plein dans la mêlée, là. C'est-à-dire qu'on est au cœur de la mêlée et on se rend compte que le débat était très vif sur les places et dans les cours occitanes. Et l'originalité du catharisme comme hérésie, c'est qu'il s'affiche comme une contre-église. C'est-à-dire qu'à l'emplacement justement des évêchés catholiques, il met sa propre hiérarchie et ses propres prédicants. Alors très vite, l'Église a senti le danger de ce développement. Et les propos qu'on vient d'entendre là, ils sont tirés des chroniqueurs qui nous décrivent la situation de l'Église d'Occitanie à ce moment-là. C'est vrai que la situation était dramatique et catastrophique. Innocent III, lorsqu'il enverra une lettre à l'archevêque de Narbonne, ce ne sera pas pour le féliciter, ce sera pour lui dire « Vous n'avez rien fait, vous êtes comme des chiens muets qui auraient dû aboyer. » Et il dit « Dans votre pays, les prélats, les clercs sont la risée des laïcs. » Et pourquoi alors le clergé n'était plus sur le terrain, comme on dit? Eh bien, disons que le clergé avait très peu de puissance, on pourrait dire à ce moment-là. On avait de très bons évêques. Ce qui est très curieux, c'est qu'on a réhabilité ces évêques, ils étaient très dignes, mais il manquait des moyens pour une raison très simple, c'est que les laïcs avaient usurpé les dîmes, c'est-à-dire toute la puissance financière. Et un des grands combats que vont mener les évêques à ce moment-là et que va mener l'Église, c'est de retrouver
son assise, je dirais, au point de vue financier, au point de vue économique. Vous savez, on cite souvent l'exemple de l'évêque de Toulouse qui ne pouvait pas laisser échapper ses mules pour aller boire à l'abreuvoir communal parce qu'elles étaient sous séquestre et un huissier les aurait prises pour payer ses dettes. Alors, ouais, c'était vraiment catastrophique. On parle de la prédication de Salonique, j'ai l'impression quand même que l'Église, à cette époque, l'Église romaine, multiplie quand même les initiatives. Il y a même des coups de force, je veux dire. Il y a longtemps qu'elle a senti le danger et elle a employé tous les moyens à sa disposition. Alors, quels sont les moyens? C'est d'abord les conciles. Et on développe à ce moment-là des conciles locaux, mais surtout on porte l'affaire au niveau de l'Église universelle et des deux grands conciles du Moyen-Âge qui portent le nom de l'A33, 1179, l'A34, 1215, vont être consacrés en grande partie à la résolution et au problème de l'affaire cathare en Occitanie. Ensuite, on va envoyer des missions, et on n'envoie pas n'importe qui. La première fois, on envoie le grand Saint-Bernard en 1145 à Toulouse. La seconde fois, on va envoyer l'abbé de Clairvaux, Henri de Marcy, en 1178-1179. On choisit, si vous voulez, les personnalités les plus importantes. Et ensuite, on envoie des légats. Et nous assistons justement à un moment où les légats n'arrivent pas à convaincre les gens, les légats cisterciens. Et on aura l'assassinat de Pierre de Castelnau en 1208, qui sera le départ de la croisade. Eh bien, nous assistons à un moment où on constate l'échec de ce système-là. Et avec Saint-Dominique, il se produit un changement extraordinaire. C'est que Saint-Dominique propose un nouveau moyen. Et Saint-Dominique dit arrêtez la puissance, arrêtez le combat direct avec l'armée qui vous entoure, apportez plutôt la conviction. Oui, revenons sur le terrain, oui, c'est ça. Et par la parole. C'est un peu prendre d'ailleurs, excusez-moi, les cathares à leur propre, tout à fait. sur leur propre terrain. C'était le choix de Saint-Dominique, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il fallait prendre exactement la même attitude évangélique. Je note, moi, parce que c'est quelque chose aussi qui nous interpelle maintenant, il y a presque l'organisation de grands shows médiatiques aussi entre cathares et catholiques, devant la noblesse locale, ça remplace un peu nos débats télévisés du soir, où on échange les arguments, etc. Mon père, je m'excuse parce que le temps passe vite à vous écouter, ce qui m'a interpellé moi aussi beaucoup, c'est la cohabitation, en fait. Voilà encore un mot moderne, dans ces villages où on aperçoit qu'il n'y a pas d'un côté les bons catholiques ou de l'autre côté les méchants cathares ou vice-versa, mais dans ces villages, tout le monde en fait cohabite. Il y a des familles mixtes. Ça, je voudrais peut-être passer la parole aussi à Anne Brennon et à Michel Roquebert. Comment ça s'organise dans ces villages? Il n'y a pas vraiment de frontières. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Avant la croisade, ça se passe très bien. On a même des curés catholiques comme celui de Saint-Paulet qui ont compagnon parfait cathare. Ils sont eux-mêmes chrétiens cathares. D'ailleurs, il y a même beaucoup de clercs, je crois, qui travaillent sur le catharisme. Au départ, les cathares sont des clercs. Et où habitaient-ils tous ces... D'ailleurs, ça se développe dans toute une partie. Là, on le voit l'image du Lauragais essentiellement, toute cette colonne vertébrale qui est maintenant le canal du Midi qui n'existait pas, mais enfin c'est dans tout ce sillon. Ils n'allaient pas s'isoler sur des cimes, bien sûr. Ils étaient dans la population. Et comment vivaient-ils ces cathares? Ils vivaient isolés, en communauté, ils vivaient dans la... Je parle des parfaits. C'est ça qui est intéressant. Le clergé cathare est à la fois séculier et régulier. Ce sont des moines et des religieuses. Ils vivent en communauté, en maisons religieuses, mais leurs maisons ne sont pas clôturées. Elles sont au sein des bourgs, elles sont ouvertes. C'est des maisons où ils travaillent la main pour vivre, où les gens rentrent pour les écouter, d'où ils sortent pour prêcher, eux et elles, puisque les femmes prêchent comme les hommes. Alors là, on voit donc des gens travaillent, on sait qu'ils travaillaient, ça on va y revenir, mais vous avez prononcé plusieurs fois le mot de castrum ou de castra en latin, et ça c'est l'organisation médiévale, méridionale. Méridionale, disons, des villages. Et ce qui est intéressant, on rejoint complètement l'actualité, c'est qu'à Lastours, donc dans l'Aude, on vient pas de découvrir, mais enfin on précise des recherches sur un castrum qui serait, c'est pas le 5e château de Lastours, mais c'est le castrum. C'est le vrai. C'est le vrai château cathare de Lastours. On est allé filmer il y a quelques jours. Regardez, on s'est arrêté plutôt sur le bâti. Comment ces maisons étaient bâties dans ces castrums, ces castras? C'est intéressant en fait d'avoir fouillé cette maison parce que maintenant des constantes se dégagent de l'observation de ces structures. Nous avons des maisons qui sont grandes, qui font par exemple au sol des plans rectangulaires de 4 mètres sur 8 ou 5 mètres sur 10. C'est donc des modules importants qui comportent presque systématiquement un étage ou 2 étages, mais pour l'instant nous n'avons aucune preuve d'un 2e étage. Nous sommes presque sûrs dans tous les cas qu'il y avait un étage. Ce qui fait des superficies finalement assez importantes, presque 100 mètres carrés à chaque fois. Il y a des murs très épais, de 1 mètre, 1 mètre 10 d'épaisseur, une construction très soignée. Et nous avons constaté
quasiment l'absence ou la présence de fenêtres en très petite quantité et très étroites, ce qui laisse passer un jour vraiment très, très limité dans les pièces. En revanche, ces maisons étaient, on pourrait dire, finalement relativement confortables, entre guillemets, pour l'époque, puisqu'elles étaient grandes, elles étaient donc bien isolées de l'extérieur par l'épaisseur des murs. Il y avait cet étage qui permettait de vivre isolé de l'humidité du sol et des réserves de nourriture ou des animaux. Et il y avait quand même des aménagements relativement importants. Nous avons trouvé par exemple des maisons dans lesquelles il y a plusieurs foyers. Donc un four, un foyer de chauffage et un foyer culinaire d'appoint. Dans notre étude de la maison, nous avons notamment étudié les matériaux concernant la toiture. Nous avons là la tuile canal, enfin du moins ce qu'il en reste, qui était généralement utilisée comme faîtière, et puis des grosses dalles de schiste, plus ou moins grosses suivant qu'elles étaient en haut ou sur les bords de la toiture. Et nous avons là la preuve que nous sommes au début finalement de la maison traditionnelle dans la région. Nous avons aussi commencé à découvrir des rues, des espaces découverts, des citernes. Et nous avons donc un peu plus qu'au début les moyens de cerner comment on circulait dans ce village, comment on allait d'une maison à l'autre et comment le village finalement s'organisait autour du château. Et nous avons pu déterminer finalement un mode de vie relativement cossu grâce à des objets domestiques comme des boucles de ceinture en bronze doré, émaillé. Enfin, vous voyez, il y a tout de même un niveau de vie relativement élevé à Cabaret. Ce n'est pas une population pauvre et cela s'expliquerait quand même par leur activité principale qui tournait autour de la métallurgie. Voilà, on vous a donné un petit peu un panorama d'un de ces villages médiévaux. On va retrouver ça d'ailleurs à Montségur, Michel Roquebert. Oui, la semaine prochaine, on y sera. Oui, ces fouilles de l'Astour sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent d'avoir une idée de ce que pouvait être le village cathare de Montségur, qui est hélas beaucoup plus dégradé. Que ce n'est. Enfin, ça, c'est pour la semaine prochaine. Alors, on a vu ces maisons dans lesquelles vivaient ces parfaits cathares. Ils y travaillaient en communauté. Il y avait les croyants. Comment s'organisait la pratique religieuse quotidienne avant la répression, quand c'était au grand jour? Est-ce qu'il y a des cérémonies cathares? Est-ce qu'il y avait des sortes de messes ou de comment ça se passe? Il n'y a pas de messe, mais il y a des cérémonies. Des messes, oui. Et compte tenu surtout que la principale fonction du clergé, c'est-à-dire des parfaits, des parfaites, c'est de prêcher. Oui. C'est la prédication qui a lieu n'importe où, chez des particuliers. Oui, il n'y a pas de lieu du culte. Non, il n'y a pas de lieu de culte particulier. Il n'y a pas de sacralisation d'un endroit. Il n'y a pas de sacralisation de l'endroit, absolument pas. Ils prêchent chez des particuliers ou ils prêchent dans leurs propres ateliers. Toute classe sociale confondue, la population des croyants vient les écouter. La seconde fonction, très importante des parfaits et des parfaites, c'est de donner le consolament aux mourants. Oui. Et là aussi, ça peut se passer soit dans la maison des parfaits où l'on amène le mourant, soit chez le mourant lui-même, ou là, en public, enfin devant toute la famille et tous les amis réunis, du moins avant la période de persécution, avant la période de clandestinité. Tout le village, parfois d'ailleurs, des consolaments ont lieu devant 50 personnes, ou parfois même le curé catholique vient y assister. Oui, on parlait de mixité. C'est un de ses amis, mais on voit des curés, le curé du village assister aux prêches, peut-être plus par curiosité, peut-être que par, ou ne serait-ce que par courtoisie, parce que ce sont les mêmes familles. Ce sont ses amis, ce sont ses parents. Ce sont ses parents. On connaît des parfaits cathares qui ont des frères curés, une des parfaites de Montségur qui avait un frère curé. Et alors le simple croyant va assister aux cérémonies. Est-ce que ces parfaits, donc, qui correspondent au clergé, a des règles de vie particulières? Très strictes. Très strictes. L'ordination, c'est-à-dire l'entrée dans l'ordre religieux cathare, implique des règles de vie extrêmement rigoureuses, en particulier l'abstention de toute nourriture d'origine animale, tout au moins d'origine carnée. Et ça, on rejoint c'est un rapport à la réincarnation de l'âme, c'est ça? Oui, il y a plusieurs raisons, dont la réincarnation, et puis le fait que toute chair née d'un acte de génération qui est diabolique par excellence, évidemment, ne doit pas... Oui, dit monsieur Lavé, d'accord. C'est une règle qu'on retrouve aussi le vendredi. Alors, chasteté absolue, pas celui qui se fait ordonner s'engage à mener une vie rigoureusement chaste, et puis ne pas jurer, ne pas mentir. Enfin, on prend au pied de la lettre tout l'enseignement et l'enseignement des évangiles. Dans les textes de l'Inquisition, on trouve souvent en interrogation, vous avez adoré le parfait. Ah oui, adorer, c'est un salut.
Oui. C'est un salut, l'Inquisition emploie ce mot d'adoration qui est un peu ambigu, qui a un petit air de paganisme, qui évidemment ne correspond pas du tout à la réalité. C'est un triple salut, c'est une triple génuflexion que le croyant doit faire chaque fois qu'il rencontre un parfait, et il demande au parfait de le bénir. Il demande 3 fois, bénissez-nous Seigneur, et faites de moi un bon chrétien, une bonne chrétienne, et conduisez-moi à une bonne fin. Et le parfait ou la parfaite répond, soyez bénis, et que Dieu fasse de vous un bon chrétien et vous conduise à une bonne fin. C'est un petit rituel de courtoisie, de salutation. Alors c'est vrai, on parlait tout à l'heure de l'importance qu'a eu le catharisme ici en Occitanie. J'ai relevé un chiffre qui est quand même pour l'époque assez représentatif. Je ne sais plus la date, mais enfin, il y a 600 parfaits cathares, en gros, qui se réunissent à Pamiers en 1200. À Mirepoix. À Mirepoix, oui. 1204. Donc ça représente quand même une importance, une organisation très Surtout forte. que là, il faut penser que ce n'était que les parfaits, et pas les parfaites, qui se sont réunis pour ce concile de Mirepoix. C'est vrai, on a peu parlé aussi de la femme cathare, Anne Brennan. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vrai. Comment s'organiser? Il y avait des maisons également de parfaites. Bien sûr, hommes et femmes vivaient en communautés séparées, ils ne vivaient pas ensemble. Bien sûr, il y avait des maisons religieuses de femmes. Elles étaient un peu plus recluses que les hommes, peut-être? Non, elles sortaient également pour prêcher et elles conféraient également le sacrement. C'est important de dire ça aujourd'hui, où aujourd'hui, en Angleterre, dans l'Église anglicane, on ordonne prêtres des femmes. C'est important de le dire parce que l'Église chrétienne cathare est dans l'histoire l'Église chrétienne qui a donné une place égale à la femme. La femme avait dans l'Église cathare chrétienne un rôle sacerdotal à jouer. Elle sauvait les âmes. Non seulement elle prêchait, les vaudoises le faisaient aussi, mais les bonnes chrétiennes cathares sauvaient les âmes. Elles étaient intermédiaires entre Dieu et les hommes. Alors bon, bien sûr, on a énormément de choses à dire sur les cathares. Là, je vois le temps défiler avec effroi, parce que je voudrais quand même aborder ce qu'on connaît mieux, la croisade, c'est l'équilibre là qu'on vient de décrire, qui est finalement rompu assez brutalement. Très brutalement. Alors, monsieur l'abbé, là, c'est vous qui montez au créneau. C'est une guerre sainte, avec ce que ça comporte, le mot guerre. Voilà. C'est-à-dire, ce qui nous choque, c'est de penser que des disciples du Christ, qui a été non violent par excellence, qui dit heureux les doux, aient pu utiliser la guerre comme un moyen pour imposer la foi. Puis il y a un commandement qui dit tu ne tueras point. Voilà, c'est ça. Puis, je pense que... Alors c'est dû au départ, je crois, à une évolution progressive au niveau de l'histoire du christianisme, qui fait que très vite, on a eu besoin de justifier la guerre pour se défendre contre des assaillants extérieurs. Et le moment où c'est venu, c'est quand les barbares sont arrivés et quand des ennemis ont menacé l'empire chrétien, particulièrement les musulmans. Et c'est avec l'assaut des musulmans qu'on va inventer tout l'attirail, je dirais, de ce que sera la guerre sainte, la guerre juste, bénie par l'Église pour défendre la chrétienté. Oui, enfin, celle-ci, c'est pratiquement la première et la seule croisade en terre chrétienne. On applique le même principe, si vous voulez, en terre chrétienne, parce qu'on s'aperçoit que tous les moyens, si vous voulez, qui ont été utilisés, traditionnels, dont je vous parlais tout à l'heure, ont échoué, et parce qu'il y a aussi le besoin de pacifier le pays, car, assez curieusement, le mouvement de la croisade ou de la guerre sainte s'inscrit dans la continuité de ce qu'on appelle le mouvement de la paix de Dieu, c'est-à-dire imposer par les armes la paix. Ce qu'on voit d'ailleurs un peu aujourd'hui, nous voyons les soldats faire du travail humanitaire. Mais là, à l'époque, il s'agissait, parce qu'on avait... Vous ne me convaincrez pas beaucoup là-dessus. C'est pas du tout là que je le dis. Je réfère quand même aux images qu'on voit. Je signale qu'ils ont été filmées au musée de la Croisade à Minerve. Ça commence par le sac de Béziers, où il y a, bon, c'est pas le chiffre exact, il y a plusieurs milliers de morts. Puis cette phrase fameuse, tuez-les tous du reconnaître chrétien, qu'elle soit vraie ou pas vraie, mais enfin, voilà, c'est quand même l'esprit. Bon, moi, ce que je retiens, c'est quand même une mise au pas militaire du pays, avant pratiquement la mise au pas dogmatique avec l'Inquisition. Ça, on va y revenir dans quelques secondes. Je vais vous laisser, pour vous souffler un petit peu, prendre connaissance de vos informations régionales avec Christophe Larocca. Puis on se retrouve après, on va évoquer l'Inquisition et la fin du catharisme. Je suis désolé, le temps passe à une vitesse, mais oui, on n'en revient pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et regardez ce musée de la Croisade qui est à Minerve, le musée Europel, qui évoque par des santons et des figurines tous les grands moments et tous les grands lieux de la Croisade et de l'Occitanie. Merci Christophe, et nous on revient sur nos cathares, on les avait laissés donc à la croisade. Les dates quand même de butoir de la croisade, 1209, 1229. 1229, fin des opérations militaires. Voilà, alors ça marque la remise au pas militaire du pays, mais ça marque aussi d'un point de vue politique la fin des velléités d'un État occitano-aragonais, catalan, enfin bref. Bon, ça c'est pas le sujet de l'émission, mais en revanche ça met en place la mise au pas militaire
un pays pour l'Inquisition. Et ça, je voudrais remercier nos amis allemands de la WDR qui nous ont donné des images tournées chez nous à Montaillou, puisque c'était une des grosses, en Ariège, une des grandes sources inquisitoriales, et c'est tourné en occitan. Donc merci et bravo à eux. Alors, l'Inquisition, mon père, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire tout simplement que c'est une institution nouvelle qui se met en place dans la chrétienté, qui est décidée par le pape Grégoire IX en 1231, mais qui était déjà en germe bien avant, puisque dès le concile de la Trente de 1179, on commençait à dire qu'il fallait rechercher les hérétiques et commencer à les débusquer. Mais à partir de 1231, c'est un organisme qui va déposséder les évêques locaux de leur pouvoir, en quelque sorte, de contrôle de la foi, pour être plus efficace, car on s'était rendu compte que les évêques d'Occitanie étaient peut-être un peu mous quelquefois, et donc en créant cette inquisition et en la confiant aux dominicains au départ, puis ensuite aux franciscains, car les dominicains seront jugés trop durs, eh bien on va permettre, je crois, de mettre un système de régulation qui n'est pas aussi terrible que ce qu'on a. Oui, on a l'image de l'Inquisition. L'image terrible. Est-ce que ça se passait vraiment comme ça, ce qu'on voit sur les images? Un interrogatoire qui jouait à la fois donc d'une sorte de tribunal avec une enquête et des témoignages qui étaient apportés. Excusez-moi, combien y a-t-il eu d'enquêtes? Parce que ça, c'est une gigantesque opération policière. On a conservé environ 6000 procédures. Hein. Donc c'est vraiment une grosse opération policière. Une infime partie. Il faut bien se dire que toute l'Occitanie centrale, tout le Languedoc était passé au peigne fin. Village par village, les gens ont été interrogés. Alors l'ironie de l'histoire, c'est que c'est en grande partie grâce à ces documents, si on connaît si bien les Cathares. C'est la providence des historiens, l'Inquisition, hélas. Bien, à quoi, une fois que les suspects... Alors il y a des interrogatoires pour débusquer l'hérétique. Ensuite, ceux qui sont condamnés sont... Alors on a des images très fortes de l'Inquisition. Terribles, mais lorsqu'on regarde par exemple les sentences de Bernard Guy, pour 960 condamnations, il y a eu 42 personnes qui ont été envoyées au bûcher. La majorité ont été envoyés en pèlerinage, en port de croix, ou bien aussi en prison, car il y a le mur qui est très important, il y a à peu près 150, je crois, qui sont envoyés au mur, mais on sait que quelquefois, ils arrivaient à s'en échapper, enfin, ils n'étaient pas définitifs. On a aussi, ça nous parle aussi beaucoup, ils portaient une croix jaune sur la poitrine, alors ça aussi, ça nous interpelle, c'était la croix des pénitents. La croix des pénitents, oui. Michel Roquebert, votre sentiment, ou Anne Brennan, sur l'Inquisition, sur cette période? L'Inquisition, ce qu'il y a eu de terrible dans le système, c'est qu'en institutionnalisant la délation, il a sapé du dedans la société occitane. À une époque où, mettons à l'époque de Montségur, où il y avait une solidarité de clans, une solidarité familiale extraordinaire pour la défense de la foi, qu'on avait hérité souvent de la grand-mère d'ailleurs, de la tradition familiale, qui était le catharisme. À partir de cette délation institutionnalisée par l'Inquisition, tout le monde se méfie de tout le monde. Oui, on devient clandestin. Voilà, et alors ce moment-là, le système, la société cathare a vraiment été rongée de l'intérieur, et je me demande si ce processus de destruction du dedans psychologique de la société cathare n'a pas fait plus que les bûchers, parce que finalement, en 80 ans, l'Inquisition a infiniment moins brûlé, 10 fois moins brûlé que Simon de Montfort en 3 mois. C'est-à-dire, si on se demande même si l'Inquisition n'a pas été créée pour enlever aux militaires qui brûlaient un peu n'importe comment, n'importe qui, sans procès, pour confier la répression à des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Quand même de décapiter l'église interdite. Une église sans pasteur est forcément une église condamnée à mort. D'autant plus dans ce qu'on appelle l'essence, la spiritualité du catharisme, où il y a une chaîne qui se transmet depuis les apôtres. Donc c'est vrai que si l'église est décapitée, on ne peut plus transmettre et les sacrements. Personne ne peut spontanément se lever pour remplacer les cathares qui veulent. Alors, ça marque, là, je voudrais évoquer très rapidement maintenant la fin du catharisme en Occitanie. Alors, on a toujours cette date butoir 1244, chute de Montségur. Alors bon, on va en reparler bien sûr beaucoup la semaine prochaine avec vous, Michel Roquebert. Je vous signale à vous, téléspectateurs, que nous serons sur les sites à Montségur et vous allez certainement découvrir beaucoup de choses autour du château, pas que le château. Mais en fait, le catharisme perdure bien au-delà de 1244. 77 ans de clandestinité. Organisée, surtout en ce qui concerne le Lauragais, clandestinité organisée et dirigée à partir de Montségur. Je vous ai fait un très beau florilège de ce que vous avez appelé les citadelles du vertige, d'ailleurs, pour évoquer un peu cette partie. Anne Brennan, avec tout d'un coup des ressorts terribles. Je pense aux frères Autier qui reviennent de Lombardie où ils étaient en exil. C'est la reconquête, pratiquement. Tout à fait. Après un siècle de persécution, le catharisme chez ses croyants était toujours bien vivant. Et la petite équipe des parfaits de Pierre Autier, ils étaient environ 10, 15 au maximum, a refait flamber pendant 10 ans
tout le pays cathare, du Quercy jusqu'au Carcassès. C'est tout à fait étonnant. Avec quand même une présence très forte sur la Haute-Ariège. Oui, mais pas spécialement. On le connaît grâce à Montaillou, mais pas spécialement. Et Pierre Autier donc, a été brûlé le 23 avril 1310 devant Saint-Étienne de Toulouse, le dernier grand parfait. Et en montant au bûcher, il a dit que si on le laissait encore prêcher à la foule, il la convertirait tout entière à sa foi. Oui. le dernier, et il avait sûrement raison. Le dernier parfait connu, disons, c'est Bélibaste. Le dernier connu, c'est Bélibaste. Occitan, oui. j'entends. Occitan, bien sûr. Est-ce qu'il marque vraiment la rupture de la chaîne définitive en Occitanie? On ne connaît pas d'autres après lui, cela dit, il y a certains parfaits dont on a perdu la trace. Oui. Mais il est vrai aussi qu'on a certaines indications d'inquisition postérieures à 1321, donc le bûcher de Bélibaste, qui nous montrent des croyances de type cathare, encore très vivantes pendant près d'un siècle en Occitanie. Oui. Anne Brennan, bon, merci. On ne vous retrouvera pas la semaine prochaine. Je serai avec Michel Roquebert pour évoquer alors là, tout ce qui est autour de Montségur. J'aurais quand même interrogé Georges Passera. Bon, vous êtes prêtre, vous avez exprimé. Vous êtes également un Occitan et hors de cœur. Mais j'ai mal quelquefois. Bah oui, vous devez avoir mal à l'Occitanie quand même. À l'église occitane, quand je vois tout ce qu'elle a fait. Mais je pense qu'il faut aussi assumer son passé. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est qu'un organisme vivant, eh bien, il digère. Hein. Il n'y a que le cadavre qui meurt et qui ne peut pas assimiler. Je crois que l'Église est toujours vivante aujourd'hui et elle peut reconnaître ses erreurs du passé. Et il faut surtout resituer dans le contexte. Je pense que les historiens n'arrêtent pas de dire cela. Il faut se rendre compte que les idées de tolérance, de liberté religieuse, toutes nos idées qui sont venues avec la Révolution française et qui n'ont été définies au point de vue religieux par l'Église catholique qu'au Concile de Vatican II, ces idées-là n'existaient pas pour le Moyen-Âge. Et il est évident qu'on voyait la foi comme une totalité. C'est-à-dire... non, pas l'air d'accord. Et Michel Roquebert, je pense que si. Double objection. L'Église cathare chrétienne n'a jamais persécuté personne, il a condamné les armes de ce monde, se glaive. Et l'Église chrétienne orthodoxe, Lisa Denkova l'a très bien rappelé, n'a pas persécuté. Le patriarche de Constantinople a expliqué qu'il fallait traiter l'hérétique avec amour. En tout cas, moi je retiens comme leçon que chaque fois que l'Église s'est associée avec le pouvoir politique, je dirais, et le pouvoir matériel, et qu'elle a dévié de sa vocation spirituelle, et c'est sûr qu'elle aboutit à ces excès-là, il faut éviter de les revoir, il faut tout faire pour prêcher la fraternité, je crois, c'est notre mission quand on est chrétien. Georges Passera, je vous ai réinvité pour dans 15 jours. Nous serons en direct dans le grand studio. On va parler un petit peu du catharisme aujourd'hui. J'invite d'ailleurs aussi un pasteur protestant qui viendra s'exprimer aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire aussi autour du protestantisme. Donc je vous remercie aujourd'hui d'avoir participé à cette, je veux dire, évocation, parce qu'on a vraiment survolé le catharisme en Occitanie, mais c'est vrai qu'on en a envie, et j'espère d'autres occasions.